Alors, le GI2E Arboriculture Innovante en 47, c'est vraiment une réponse. On essaye d'apporter des réponses, de trouver des éléments de réponse à une demande des producteurs, d'arboriculteurs, déjà installés en bio depuis plusieurs années, qui effectivement se posent plein de questions techniques, à la fois comment dire, très pratiques par rapport à certains ravageurs, mais aussi beaucoup plus globales sur les systèmes de production et de conduite de leurs vergers. Ce voyage avait pour objectif de permettre à un groupe de producteurs demandeurs de rencontrer des chercheurs sur des problématiques innovantes, plutôt sur des problématiques tournant autour de systèmes de production diversifiés. Et je pense que ça rentre dans la démarche qu'ont les centres d'expé depuis plusieurs années, de renouer le contact avec des producteurs, qui est complètement indispensable à leur bon fonctionnement et à la manière dont la profession peut les soutenir. Les centres d'expé ont besoin de la profession et la profession a besoin des centres d'expé. Il faut qu'on s'adapte par rapport à toutes les problématiques qui arrivent. Et il y en a énormément en bio. Problématiques liées essentiellement au réchauffement climatique. Donc on voit apparaître des maladies, on voit apparaître des insectes qui n'existaient pas ou qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant, qui arrivent et qui s'installent dans les vergers. Donc avec pas forcément des auxiliaires pour lutter contre ces ravageurs. Donc il faut qu'on soit en permanence à la recherche de solutions. Les difficultés qu'on rencontre depuis 2 ans, c'est les problèmes climatiques. On a l'impression de ne plus avoir de saison. Depuis 2 ans, on a tous les aléas climatiques qui nous tombent dessus. On a le gel, on a la grêle, on a le sec, on a la chaleur. Dans les problématiques, pour le moment, sur le kaki, on n'a pas grand-chose, que ce soit au niveau maladie ou insectes. Voilà, donc c'est assez facilement gérable. Par contre, sur la partie pruneaux d'Agen, la grosse problématique que j'ai, moi, concerne surtout le puceron. Voilà, et je voudrais aussi aborder un peu différemment quand même les problèmes de sol, parce que ça me paraît être une piste d'évolution majeure pour les années à venir. Voilà. Que la fertilisation organique, elle a besoin elle aussi d'évoluer. Et on n'a pas toujours les outils à l'heure actuelle pour la réfléchir correctement. Pour essayer d'échanger avec d'autres agriculteurs, voir comment eux maîtrisent leur situation, sachant que chaque situation est un peu différente quand même. Voilà, et pour aborder aussi ces thématiques sur le sol. Voilà, c'est surtout une histoire d'échange et de facilité d'accès à des renseignements sur les sujets qui nous intéressent. Parce que l'échange entre producteurs et avoir un lien avec la technique est vraiment primordial pour nous. De connaître toutes les avancées scientifiques, les essais qui peuvent être faits, pour qu'on puisse les mettre en application et produire le mieux possible. Actuellement, les dernières années, ça a surtout été campagnol et stress hydrique. Les problèmes campagnol et stress hydrique ont été abordés par le biais notamment des porte-greffes. Le choix d'un porte-greffe, c'est le choix d'un système racinaire qui permet de s'adapter au sol et à toutes les contraintes liées au sol, et qui permet aussi, pour certaines espèces, de choisir un gabarit d'arbre. Vu que le porte-greffe, c'est le système racinaire, c'est la base du développement de l'arbre. Donc en agriculture biologique, où on a certains moyens artificiels dont on ne dispose pas, c'est quand même important d'avoir un porte-greffe qui amène de la rusticité par rapport à toute une série de problèmes liés au sol, ou de problèmes aussi liés aux ravageurs, aux bioagresseurs aériens. Les essais porte-greffe que j'ai fait, c'est surtout sur le pommier. Enfin, c'est même uniquement sur le pommier au niveau de ce qui est résultat à présenter là. 2 contraintes ont été abordées par rapport au porte-greffe. Alors il y a le campagnol, vu que le campagnol mange les racines. Donc on suppose que selon les porte-greffes, les racines sont plus ou moins attractives pour les campagnols. Et
Et la deuxième thématique, c'est la résistance à la sécheresse, comportement à la sécheresse. Le premier essai qui a été mis en place sur un essai porte-greffe des pommiers sur Campagnole, c'était un essai qui comptait 13 porte-greffes, dont certains porte-greffes expérimentaux sous numéro greffé. Et donc on a laissé faire le Campagnole dans cette parcelle-là. Et à l'issue de 3 ans de pousses immergées, on a arraché tous les arbres, on a observé les systèmes racinaires pour essayer de voir l'appétence au Campagnole, le nombre de morsures, la surface des morsures, etc. sur les porte-greffes. Et ce premier essai a permis d'avoir les premiers résultats sur les porte-greffes connus, avec notamment le bon comportement du 7 vis-à-vis du Campagnole, et la forte appétence par contre de certains porte-greffes comme le PI 80, le 9, mais aussi le 106 et le 116. Voilà. Le deuxième essai Campagnole, ça a été cette fois, on a testé un seul porte-greffe expérimental, donc celui qui était le AR 440, là, qui était le porte-greffe qui se trouvait moins sensible lors du premier essai. Et puis on a testé les autres porte-greffes plus classiques comme le 9, le 9, le 7, le 116, etc. d'autres porte-greffes. Et les 2 CG 11 et 202. Et cet essai nous a permis de confirmer, cet essai-là a été greffé avec 4 variétés. Et cet essai-là nous a permis de confirmer la moindre sensibilité du 7, la moindre sensibilité du porte-greffe aussi qu'on avait trouvé lors du premier essai. Mais le fait de greffer a tendance à niveler les différences entre porte-greffes. Donc nous allons maintenant passer à l'essai stress hydrique, toujours sur le porte-greffe du pommier. Avec les porte-greffes qui ont été essayés, nous avons eu le PI 80, nous avons eu le PI 80 planté profond pour provoquer la formation de racines par la variété. Nous avions le 7, le 106, le 111 et le 109 comme porte-greffe au total, soit 6 systèmes racinaires différents. Et l'essai a duré 10 ans, la variété était Pinova, et donc nous avons comparé ces porte-greffes-là avec une dose normale d'irrigation comparée à une dose réduite de moitié. Tant qu'on est dans des restrictions hydriques relativement raisonnables, c'est-à-dire autour de 50%, le PI 80 reste le plus performant au niveau productivité et calibre. Par contre, quand on passe à des restrictions plus sévères, ce que nous avons fait sur les 2 dernières années de l'essai, il se trouve que le porte-greffe le plus performant, c'est le 7, à nouveau. On retombe sur le 7. Et les porte-greffes plus vigoureux comme le 111 ou le 109 ont été très décevants sur cet essai-là. Du coup, c'est un essai sur l'ochlocampe du pommier, qui est un ravageur un peu résurgent dans les vergers, notamment dans les vergers bio. Et l'objectif de cet essai, c'était de comparer l'attractivité de pièges chromatiques pour pouvoir le réguler. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que d'habitude, pour réguler et capturer cet ochlocampe du pommier, on utilise des pièges englués blancs qui marchent très bien, qui capturent beaucoup d'ochlocampe, mais qui capturent aussi beaucoup d'auxiliaires, des cires, des coccinelles et des abeilles. Et du coup, on cherche à améliorer la technique pour garder l'intérêt positif et éviter les effets délétères de ces pièges. Et il se trouve que dans la région, en fait, des conseillers piègent ces oclocampes avec des pièges de couleur bleue au lieu d'utiliser des pièges de couleur blanche. Et le but de notre essai était de confirmer leur intérêt en termes d'efficacité de capture des oclocampes et en termes de sélectivité, c'est-à-dire est-ce qu'ils capturent moins d'auxiliaires que les pièges blancs. Et les résultats montrent qu'en effet, ils sont plus intéressants que les pièges blancs parce qu'ils capturent plus d'oclocampes et moins d'auxiliaires. Dans le cadre des thématiques de l'agroforesterie, on a donc mis en place à partir de 2012 le projet Duret, qui est à proximité ici dans la ceinture verte d'Avignon, qui est un projet de ferme pilote, donc qui est une ferme gérée par des agriculteurs qui ont mis en place avec le GRAB des vergers maraîchers sur 4 hectares environ. Et c'est un projet donc à la fois une exploitation gérée par aujourd'hui 2 maraîchers et bientôt une troisième personne qui va rejoindre le GAEC.
et à la fois un projet de recherche donc, sur lequel donc, le GRAB travaille avec l'INRA, avec la Chambre d'agriculture, donc différents partenaires pour travailler sur l'évaluation des performances, des multi-performances du verger maraîcher, puisqu'on s'intéresse aux performances de rendement, performances économiques, mais aussi essayer de regarder au niveau environnemental si le bilan environnemental est meilleur. On essaye de regarder le bilan agronomique et puis en termes d'indicateurs sociaux, on essaie de regarder aussi si la forte diversité des cultures sur le site n'est pas trop lourde à gérer pour des agriculteurs. Sur la ferme de la Durette, donc on essaie d'évaluer comment se fait la prédation des ravageurs sur les légumes et sur les fruitiers. Et donc on utilise des sortes de leurres, soit des chenilles en plastique, soit des œufs de papillons qu'on expose pendant une durée déterminée dans les parcelles, ce qui nous permet d'évaluer un peu le niveau de prédation au printemps, à l'été, dans les fruitiers, dans les légumes, et de comparer l'activité de prédation à la Durette comparée à d'autres exploitations où il n'y a que du maraîchage ou que de l'arbo. Et les observations, les résultats semblent montrer pour l'instant qu'on a une prédation qui est plus régulière et plus importante dans les parcelles diversifiées où les auxiliaires peuvent aller s'abriter dans les fruitiers ou trouver une ressource alimentaire alternative. Et donc ça plaide un peu sur l'intérêt de diversifier les parcelles pour augmenter la diversité de ressources alimentaires et donc pour installer plus d'auxiliaires dans les parcelles. Les essais sont menés majoritairement chez les producteurs, un petit peu sur la parcelle du GRAB. Donc l'essai de sucre, c'est un essai où cette quantité de sucre est très faible, c'est 1 gramme pour 10 litres, est appliquée tous les 21 jours le matin avant 9 h pour induire et pour stimuler le pommier et limiter, donc le principe c'est ça, limiter la ponte du carpocaps de la femelle sur ces pommiers-là. Et donc depuis 2013 on fait différents essais pour valider ou pas cette méthode. Et on a vu que le mélange de 2 sucres, le saccharose et le fructose, à cette dose de 1 g pour 10 litres, donnait des résultats intéressants et que sur trois variétés, donc Akan, Gala et Golden. Donc l'autre essai qu'on a vu cet après-midi, c'est des essais, des recherches de couvre-sol à implanter sur la ligne de plantation, dans l'objectif d'étouffer les adventices et de ne plus avoir besoin de tondre l'herbe, de travailler le sol trop près des arbres, et de quantifier aussi l'impact de ces enherbements sur la croissance des arbres et des jeunes arbres. Et donc du coup, on a dans un premier temps parlé des différentes espèces qui avaient une vitesse d'étouffement des adventices importante. Et maintenant, l'essai actuel, c'est davantage l'impact, quel est l'impact de ces espèces-là, plantées ou semées, sur la croissance des porte-greffes, des jeunes porte-greffes, plantés la même année que le semis ou la plantation des espèces à mettre en place. Donc, les espèces travaillées sont différents thym, le cercolet, le ciliatus, différents thym, qui sont des thym qui ne montent pas, mais des thym qui sont vraiment avec un port bas et qui colonisent en surface sans monter. Il y a également 2 achillées, l'achillée millefeuille et l'achillée millefeuilla, et puis le Phuopsis stylosa. Dans le cadre d'un projet financé par l'OFB, on a mis en place un essai sur les enherbements. On a implanté 15 espèces de couvre-sol différents. L'objectif en fait c'était d'avoir des informations sur chacune des espèces testées en vue de pouvoir les utiliser comme plan de couvre-sol sur le rang en arboriculture et éventuellement dans d'autres systèmes.
On a pu voir par exemple que certaines certaines graminées comme la grosse tisse avaient un recouvrement au sol qui était très rapide et qui était très compact. Donc c'est une espèce qui est assez compétitive par rapport aux adventices. Après on a des espèces aussi comme l'Achillée millefeuille ou la marguerite commune qui ont montré aussi des très bons résultats, c'est-à-dire qu'elles se développent très vite au printemps, au moment où il y a vite les adventices qui prennent le terrain, donc elles occupent l'espace et limitent vraiment la colonisation par les adventices, et elles attirent beaucoup d'insectes auxiliaires qu'on a pu observer, et elles ont aussi un effet positif au niveau du sol, notamment sur les communautés de vers de terre et sur la diversité microbienne du sol qui a été évaluée là dans le cadre de ce projet. Je suis Stéphanie Druche, je travaille à l'URI de Gautron depuis 1 an et demi, principalement sur la pêche, mais aussi sur des essais autour du compostage, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. On a voulu essayer d'aller un peu plus loin sur ces thématiques-là pour essayer de rationaliser notre pratique. Un compost jeune, c'est un compost qui a peu de temps de maturation, donc 1 à 2 mois. Chez nous, en fait, c'est un retournement et ensuite on le laisse se travailler un peu de temps. Enfin, en gros, il y a la montée en température et quand ça commence à redescendre, on estime qu'il est prêt à être répandu. Donc l'intérêt, c'est que c'est des composts qui sont peu dégradés, donc qui sont encore assez énergétiques et qui vont pouvoir stimuler la vie microbienne du sol. Enfin, du moins, c'est pour cette raison qu'on favorise ces composts jeunes, qu'on va les utiliser. Et un compost mature, c'est un compost lui qui a subi plusieurs cycles de montée en température, qui du coup est beaucoup plus dégradé, beaucoup plus stable, du coup moins énergétique entre guillemets pour les micro-organismes du sol, et qui va plus avoir un impact sur la fertilité physique du sol et peut-être un petit peu moins sur la fertilité biologique. Nos composts, on les épand sur le rang et ensuite on les incorpore avec un outil à disque. Alors, du coup, au niveau de la période d'apport, ça va dépendre de nos vergers. Sur certains vergers, notamment là où on apporte des composts jeunes, on fait ça plutôt en fin d'hiver, début printemps, enfin février-mars, plutôt mars d'ailleurs même. Alors que sur les composts mûrs, là on va avoir une période d'application qui va être un peu plus large. En général, on fait ça soit en fin d'automne, soit en début de printemps, fin d'hiver. On a une période où on n'a pas le droit d'appliquer de compost par rapport à la zone vulnérable, par rapport à la réglementation. Je suis Aude Philippe, je travaille à l'INRAE de Gautron. Mon travail consiste à évaluer les performances des vergers de production. L'idée, c'est vraiment d'optimiser les systèmes qui existent déjà ou travailler sur des systèmes très en rupture comme le projet Z qu'on a vu aujourd'hui. Donc le projet Z, c'est un projet qui court sur 10 hectares et qui a pour but de faire vraiment avec beaucoup de partenaires du terrain de la filière, un verger qui est très en rupture. On a redéfini ce qu'était un verger, on a tout mis à zéro, on est parti d'une page blanche. Donc dans le cas de ce verger, comme je le disais tout à l'heure, on a interdit tout ce qui était produits phytosanitaires, y compris les produits de biocontrôle, pour ne pas interférer avec le service de régulation. Pour autant, on utilise quelques techniques en fait qui peuvent être intéressantes et remobiliser dès à présent, qui sont des augmentariums. Donc l'idée, c'est d'utiliser des fruits qui ont été attaqués par exemple des framboises attaquées par la Drosophila, que l'on va mettre dans des petites cases, une cage bien fermée pour s'assurer que la Drosophila ne sort pas, mais qui peuvent permettre en fait le développement de parasitoïdes, voire d'hyperparasitoïdes, qui peuvent eux sortir de ces dispositifs et ensuite dont la population va être augmentée par le biais de ces augmentariums-là et qui pourront se permettre d'attaquer les Drosophila ailleurs. Et on fait la même chose avec les Carpocaps. Ce verger sur lequel on travaille a une forme très particulière, c'est un verger circulaire. Cette forme a été choisie parce qu'elle permet de limiter les interactions avec l'extérieur. C'est la forme la plus optimisée en fait, qui limite le contact au maximum. Et à l'intérieur de ce dispositif-là, donc on va avoir 3 cercles extérieurs qui vont servir de barrière et limiter en fait l'entrée et la propagation des bioagresseurs. Et puis ensuite, on va avoir une logique de spirale en alternance, donc qui sont imbriquées,
fruits à pépins, fruits à noyaux, pour limiter le passage des bioagresseurs d'une spirale à une autre. Voilà. Les spirales nous permettent aussi d'optimiser la mécanisation, notamment pour la récolte, et tout en maintenant en fait un nombre minimum d'arbres pour générer une production qui permette une commercialisation par la suite. Alors le voyage au Coteron m'a beaucoup intéressé de par ce qui devait y être présenté au niveau des vergers entre guillemets du futur. Voilà. On est toujours là pour prendre des nouvelles idées. Voilà, donc je suis allé à Coteron un peu dans cet esprit-là, vu que on allait voir quand même des choses tout à fait nouvelles par rapport à ce qu'on a, à ce qu'a connu ma génération, évidemment, que ce soit culturellement ou autre. Voilà, donc on nous proposait quand même des idées là, assez originales. Oui, il y a pas mal d'essais à retenir. Bon, le plus impressionnant, c'était évidemment le verger circulaire, mais aussi leurs expériences sur les gestions d'enherbement avec les plantes recouvrantes. C'est intéressant. Expérience sur le sucre pour les Corpocops. Voilà, différentes choses à retenir. Alors pour la première journée, je dirais que c'était l'axe de la recherche. On voyait qu'ils étaient vraiment basés sur la baisse d'intrants. On a vu deux techniques, une classique avec de l'altecarpo, des bâches anti-pluie, la mise en place d'animaux dans le verger, et la seconde qui est quand même assez innovante avec le verger circulaire de Gautron, donc avec un mélange variétal, un mélange végétal qui est impressionnant, donc à voir sur la durée. Alors au niveau du travail sur l'exploitation, je vais surtout retenir les essais qu'il y a eu sur l'utilisation de microdosage du sucre. Donc, si tu veux, le carpo, ça nécessite vraiment une approche globale pour le maintenir avec les pressions qu'on a. Donc on utilise aussi bien des BT, du travail du sol, des nématodes, de la confusion sexuelle. Et le fait qu'il y ait des essais sur le sucre, qui est quand même une application qui est relativement peu coûteuse et simple à mettre en place, c'est toujours très intéressant. D'autant que les essais sont plutôt fructueux pour l'instant. En fait, j'achète le sucre à la Biocop, hein, comme n'importe qui, et je mets 100 grammes dans un atto, comme ce qui était préconisé, sauf que c'est que du saccharose, et qu'on le mettait tout le long de la journée, alors qu'apparemment c'est plus le matin, et mélanger fructose et saccharose. Donc c'est facile à changer, ça a l'air de mieux marcher. Alors moi j'étais déjà parti un peu, pas forcément dans les mélanges au niveau des espèces, mais j'étais déjà parti sur un verger très diversifié au niveau de la flore, quoi, voilà. C'est-à-dire que j'ai déjà commencé à mettre dans mon verger des plantes aromatiques sans savoir exactement où je vais, mais voilà, c'est une idée qui m'a guidé. Et en fait, ce que j'ai retiré de ça, c'est que ils sont un peu partis sur le même principe, même si on n'est pas parti avec les mêmes idées, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'eux sont partis sur un mélange de fruités pour essayer d'équilibrer tout le système. Et moi, je suis plutôt parti sur un mélange de plantes pour voir justement si on arrive à recréer un milieu avec peut-être des couleurs, des odeurs, des floraisons, des manières de contrarier un peu les insectes et les maladies qui nous gênent. Et on voit que dans leur système à eux, il y a des choses qui sont possibles. Voilà. Il y a une autre façon de mener l'agriculture et l'arboriculture. Alors, est-ce que tout ça pourrait être mené sur des grandes superficies? Je ne sais pas. Mais l'agriculture a toujours été composée de toute façon de tailles d'exploitation très différentes. Et ce qu'on a vu là nous prouve aussi qu'il y a peut-être un système pour des gens qui ne voudraient pas non plus se lancer dans des compétitions permanentes au niveau des revenus, de la guerre des prix et tout ça. Et je pense que ça fait partie des portes de sortie pour ces jeunes-là, quoi. C'est difficile de prendre la décision de mettre en place ce qu'ils expérimentent là-bas, puisqu'on n'a pas les mêmes problématiques de surface, de matériel, les mêmes terrains, les mêmes climats. Donc la réduction quasi totale des intrants, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais c'est un risque aussi. Il ne s'agit pas de dire, voilà, ils ont fait là-bas, ça a marché, on va le mettre là. Et je pense qu'il faut qu'on s'adapte, qu'on adapte notre façon de faire et qu'on prenne tout ce qui est bon de prendre et
ce qui est bon à prendre pour chez nous, quoi, voilà. Mais je ne pense pas qu'une transposition intégrale soit faisable, mais c'est pas propre à ce qu'on a vu dans ce voyage-là. C'est que toute expérimentation de tout temps à jamais, en fait, a souvent été faite sur des unités qui n'étaient pas réellement transposables en agriculture, d'où des fois des écarts importants entre l'expé et le terrain. Mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose à tirer de ça, et je suis sûr que sur le voyage qu'on a fait à 5 ou 6, on n'a pas tous ramené les mêmes choses, c'est sûr et certain, suivant nos types d'exploitation. Il faut qu'on sorte de ce côté où on a scindé d'un côté les paysans, d'un côté la recherche, et en plus on avait l'impression que chacun peut travailler chacun de son côté sans se parler. Donc maintenant, ce qu'on constate de plus en plus, c'est ces notions de filière, ces notions on travaille ensemble, on a des problématiques, nous les paysans, et on sait qu'à côté on a des chercheurs qui sont capables de répondre à ces problématiques. Donc c'est tout l'intérêt de ces rapprochements, de ce travail un peu collectif, nos problématiques, les solutions qu'ils peuvent amener. Le fait d'avoir des agriculteurs qui viennent chez nous, c'est enrichissant parce que du coup, ça nous permet de partager notre vision des choses, notre réflexion. Et du coup, ça nous permet de penser à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, aussi de transmettre des choses. Donc globalement, c'est une co-conception avec la profession, quoi. Et puis en même temps, on travaille pour eux, donc c'est plutôt pas mal de travailler ensemble. Les manières de travailler et d'échanger avec la profession ont beaucoup évolué. On avait initialement, il y a encore une dizaine d'années ça, des journées portes ouvertes pour lesquelles on restituait classiquement un peu les résultats de nos expérimentations. Et là, de plus en plus, dès la conception, dès la phase même de conception de ces projets et de ces dispositifs, on associe la profession, donc soit par le biais des conseillers, soit directement avec des agriculteurs qui sont embarqués et qui peuvent être partie prenante avec un rôle clé souvent dans la phase de conception du dispositif. Les arboriculteurs sont eux-mêmes aussi quelque part les premiers expérimentateurs, puisque ceux qui sont le plus intéressés par les aspects techniques souvent testent des fois différentes variétés, différentes manières de gérer l'entretien du sol, etc., etc. Et du coup c'est toujours très enrichissant d'avoir leur expertise, leur retour sur leurs expérimentations quelque part qu'ils mènent. Et puis nous aussi, on est toujours content de pouvoir montrer des résultats d'expérimentation qui sont réalisés en parcelles expérimentales, c'est-à-dire où on peut prendre des risques que les arboriculteurs ne peuvent pas prendre. Les essais, par exemple, les essais où on met en péril, on va dire, la récolte, c'est toujours délicat à mettre en place chez un arboriculteur. Or là, on peut se permettre de le faire en station d'expérimentation, donc ça peut permettre d'aller un peu plus loin. L'échange en fait nourrit les essais pour avoir des choses les plus pertinentes possibles et aller vers des pratiques les plus efficaces possibles. Je pense que les thématiques, comme on a vu à Gautron avec la baisse des intrants, qui répond à la fois à des besoins écologiques et à une envie du consommateur, ça c'est hyper important. Après une diversification variétale aussi. Et peut-être travailler plus sur l'eau aussi, l'utilisation de l'eau. Si on n'a pas des variétés capables de résister à ces changements climatiques, en fait on n'existera plus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir tous ces centres de recherche qui travaillent sur de l'hybridation avec des variétés anciennes, sur des variétés plus récentes, et sortir un peu de cet objectif de se dire il faut qu'un arbre produise en permanence avec une cosmétique particulière. Oui, c'est très bien, mais s'il ne supporte pas le fait de ne pas avoir d'hiver, s'il ne supporte pas la canicule, s'il ne supporte pas des problèmes de température, en fait, voilà, on ne pourra rien produire. Donc il faut vraiment qu'on aille très vite sur de la recherche variétale.